Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle séance de l'Unipop Histoire. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Monsieur Tramor Quemeneur. Alors, c'est bien entendu un habitué du Festival du film d'histoire, un habitué de l'Unipop Histoire. Il me rappelait à l'instant qu'il était déjà venu pour nous parler du film consacré aux appelés, la guerre des appelés. Et puis plus récemment, avec Philippe Faucon, vous étiez venu pour discuter des harkis, autour du film, les harkis, en 2022. Et donc, eh bien, vous êtes historien, bien sûr, spécialisé dans la guerre d'Algérie. Vous avez publié, vous enseignez donc à Paris 8. Plus maintenant, vous avez enseigné. Voilà. Et maintenant, alors, vous êtes également membre du conseil d'orientation du Musée national de l'immigration. Vous avez notamment publié Algérie 54-62, lettres, carnets et récits avec Benjamin Stora aux arènes en 2010. Vous avez également publié L'Algérie en couleur avec Slimane Zeguidour aux arènes en 2011. Vous avez dirigé La guerre d'Algérie revisitée aux éditions Catala en 2015. Si mes sources sont bonnes, vous êtes co-directeur d'une encyclopédie de la guerre d'Algérie à venir. Dictionnaire de la guerre d'Algérie paru déjà. Ah bon, eh bien voilà. Donc une information périmée. Et donc, une information pas périmée, par contre, vous êtes aujourd'hui directeur de projet chargé des questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie à la présidence de la République. Rien que ça, on va en parler. Et vous êtes également, c'est important, secrétaire général de la commission mixte d'historiens. Alors quand on dit mixte, ça veut dire composé à la fois d'historiens français et d'historiens algériens. Et donc vous êtes secrétaire général pour la partie française, cela va de soi. Et donc merci d'avoir accepté notre invitation, un peu au débeauté, je dois bien le dire, puisque ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Et on est ravis que vous puissiez revenir sur un sujet dont on parle finalement assez peu, qui est la conquête de l'Algérie au XIXe siècle par la France. À vous la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais effectivement vous parler de cette première guerre d'Algérie. Alors, première guerre d'Algérie, d'ailleurs, c'est un sens, on pourrait dire, plutôt récent, puisqu'on a l'habitude de parler de la guerre d'Algérie en tant que telle, donc celle de 1954 à 1962. Et donc, à ce propos, je dois dire que, on va dire que comme les historiens un peu de ma génération, les autres, on est entré dans ce sujet-là de l'histoire de l'Algérie par la guerre d'Algérie. Et donc c'est la question qui se posait finalement à cette période-là. Alors pour moi, c'est une thèse qui a couru de la fin des années 90 au cours de la première décennie des années 2000. Et donc le centre d'attention véritable, c'était la guerre d'Algérie. Mais évidemment, en fait, au fur et à mesure, s'est posé la question de l'avant. Et donc depuis, je pourrais dire 5 ans maintenant, peut-être un peu plus, 10 ans vraiment au grand maximum, le centre commence à se déplacer et à revenir sur cette période coloniale. Et donc pour la période coloniale en tant que telle, effectivement, il faut recommencer au début, donc c'est-à-dire 1830. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est justement aussi un petit peu le sens qu'avait donné Benjamin Stora dans le rapport qu'il a remis au président de la République en janvier 2021. C'était aussi ce sens-là de revenir véritablement au début de la conquête coloniale, sans laquelle on ne peut pas expliquer tout ce qui suit après, et en particulier la guerre de décolonisation. La guerre d'indépendance. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui avait été dit aussi. Et dans ce cadre de la commission mixte d'historiens, c'est le sujet, justement. On a commencé à travailler sur le 19e siècle parce qu'il faut commencer par le commencement. Et donc, après, on a des sujets qui restent évidemment d'actualité, hein, à savoir la guerre d'indépendance. Il y a encore beaucoup de sujets à traiter sur cette guerre, mais
il faut mieux connaître aussi tout ce qui s'est passé au XIXe siècle. Et pour cela, en fait, on s'aperçoit que finalement, il y a quelques années à peine, voilà, on commence à retrouver des livres qui sont, ou des dossiers dans l'histoire, par exemple, qui sont publiés cette année sur l'Algérie au XIXe et ce qui s'est passé. Jacques Frémaux a travaillé aussi, mais au Koladzinniki pour donner d'autres, voilà, deux noms d'historiens qui ont récemment travaillé, avec Alain Ruscio également, mais ce sont des livres qui sont récents. Et auparavant, il fallait chercher des livres finalement qu'on ne trouvait plus. Sauf chez les bouquinistes ou en bibliothèque, parce que finalement ces livres-là étaient anciens. Et donc voilà, tout cela fait que aujourd'hui on peut parler à nouveau de première guerre d'Algérie, sachant du coup que la deuxième guerre d'Algérie, c'est la guerre d'indépendance, mais pendant longtemps, on a appelé la guerre d'Algérie, et encore ça a été difficile, parce que vous savez que de manière officielle, on a qualifié la guerre d'Algérie qu'à partir de 1999, donc très tardivement après, et on appelait deuxième guerre d'Algérie, en fait, la guerre civile des années 90, guerre sur laquelle on trouve aujourd'hui des romans, mais pas vraiment d'histoire encore. Et c'est un sujet qui pourtant devrait pouvoir commencer à être étudié de manière historique en tant qu'historien, mais c'est encore compliqué, c'est encore très tôt, on pourrait dire. Et donc on a une succession, si vous voulez, si on prenait dans l'ordre de première, de deuxième guerre d'Algérie pour la guerre d'indépendance et de troisième guerre d'Algérie pour la guerre civile des années 90. Voilà pour cette petite précision sémantique. Et la première guerre d'Algérie, donc celle de l'indépendance, de la conquête, pardon, celle qu'on appelle aussi la conquête de l'Algérie. On peut quelque part aussi, enfin en termes de borne chronologique, si vous voulez, pour le départ, c'est plutôt simple, 1830, mais où s'arrêter ? Et donc là, c'est une autre question finalement qu'ouvrent aussi les historiens. Où faut-il s'arrêter quand on parle de guerre de conquête ? Et avec une question sous-jacente qu'on va voir aussi au fur et à mesure dans cet exposé, c'est-à-dire que finalement, l'Algérie a-t-elle jamais été conquise ? Voilà un petit peu la question provocatrice que l'on pourrait poser. En tout cas, si l'on pose des bornes chronologiques, donc 1830, une première date, ça pourrait être 1847, une seconde, 1871, et puis si on va plus loin, on pourrait dire aussi, pourquoi pas 1902, et pourquoi pas encore 1934. Donc vous voyez, en fait, ça nous ramène très loin, évidemment, pour tout cela. Alors ça commence comment ? Donc, bon, voilà, je pense que c'est des choses qui sont relativement connues, mais il faut y revenir. Donc ça commence par une conquête en 1830, le 5 juillet 1830, pour la reddition du Dey d'Alger Hussein Pacha, mais évidemment ça commence avant, tout ne vient pas de nulle part. Et la mythologie coloniale, on pourrait dire, a longtemps parlé en fait du coup d'éventail du Dey Hussein Pacha à l'ambassadeur de Val qui représentait la France en Algérie et qui date de 1827, donc 3 ans auparavant. Or, 3 ans qui expliquent entre un coup d'éventail qui, certes, d'un point de vue diplomatique, si vous voulez, est un acte très fort, très dur, mais qui n'explique pas pourquoi il y a 3 ans qui se passent entre les deux dates. Donc, première chose. Et deuxième chose, finalement, sous-jacente, donne-t-on un coup d'éventail comme cela ? Et évidemment, non. Donc, il faut repartir plus loin en arrière. Et donc là, en fait, il y a aussi une créance qui date de la période révolutionnaire, une créance en blé que la France n'a pas honorée.
Et donc il y a donc ce paiement qui a été toujours retardé et finalement qui a fini par agacer évidemment la régence d'Alger, d'où le coup d'éventail, et après effectivement des relations qui s'enveniment aussi. Alors même chose aussi dans la mythologie coloniale, ce qui a souvent été dit, c'est la question de la course. En fait, la course, c'est la piraterie. Et donc dans cette question de la piraterie, en particulier de la régence d'Alger vis-à-vis notamment de la France, il y a certes une réalité, mais en fait qui date d'il y a plus longtemps, plutôt les 16e, 17e siècle, plutôt que fin 18e, début 19e siècle. Donc là, il y a vraiment un retard aussi. Mais il y a un début de retour de cette piraterie dans la Méditerranée, et les choses ne sont... Voilà, il y a ça aussi qui joue un peu, mais ce n'est pas le facteur premier, loin s'en faut. En fait, il y a aussi un autre facteur que l'on pourrait voir, qui lui est beaucoup plus macro, on pourrait dire, c'est l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, en fait, est dans une situation de moins en moins bonne. C'est-à-dire qu'il commence à être contesté un peu partout. Il est contesté en Égypte, il est contesté en Grèce, qui va obtenir son indépendance. Et donc, finalement, l'Empire ottoman commence à devenir un peu, entre guillemets, l'homme malade, si vous voulez, de l'Europe, ou en tout cas de la Méditerranée. Et donc, cette perte de puissance de l'Empire ottoman fait que les appétits sont aiguisés, et de plus en plus aiguisés. Et donc on a au cours des premières années du 19e siècle finalement plusieurs bombardements sur Alger qui ont lieu et qui sont commis pas par les Français, pas forcément par les Français, mais aussi par les Pays-Bas, par les Anglais, par les Américains. Et donc on voit en fait une ville d'Alger finalement qui commence à être de plus en plus assiégée, si vous voulez, par les Européens. Enfin, dans cette conquête de l'Algérie, dans la décision de la conquête de l'Algérie, il y a tout simplement aussi un homme. Parfois, il y a des hommes ou des femmes qui sont vraiment derrière les décisions politiques, enfin souvent, mais pas tout le temps. Et donc, dans ce cadre-là aussi, donc, il y a tout simplement le roi Charles X. Et Charles X, avec la restauration de la monarchie absolue, fait qu'il est dans une situation de plus en plus malaisée en France. Il est de plus en plus critiqué en France d'un point de vue interne, si vous voulez, d'un point de vue politique. Et il se dit qu'une belle victoire militaire lui permettrait de raffermir son pouvoir. Et donc c'est avant tout sur ce sujet-là, finalement, qu'a décidé la conquête d'Alger, en fait. Il n'y a pas de conquête d'Algérie en tant que telle, mais c'est une victoire militaire sur Alger qui est voulue. Donc, de manière très précise, cette conquête-là est vraiment préparée c'est décidé en janvier 1830. Il faut que les bateaux soient réunis, que les militaires soient réunis. En tout, ça fait 600 bateaux, 36 000 hommes, pardon. Et donc tout cela commence à se mettre en place donc, dans le port de Toulon avant le départ donc, vers Alger donc, en mai 1830. Le débarquement s'opère le 14 juin 1830 et voilà, la différence par rapport à ce qui se passe auparavant, c'est que la conquête ne se fait pas directement sur Alger, mais à côté. Et effectivement, à côté d'Alger, donc c'est Sidi Ferruche, comme on dit en français, Sidi Frej en algérien, c'est à une trentaine de kilomètres d'Alger. Et là, le débarquement s'effectue sans trop de difficultés, très peu de combats, finalement, une résistance assez faible qui permet aux troupes françaises de progresser relativement rapidement. Et voilà, avec une grosse bataille, si vous voulez, sur la route d'Alger, mais finalement, le passage vers Alger se déroule relativement rapidement.
Alors, ce qu'il faut voir aussi, donc ça, ce sont des archives que j'ai pu voir il y a relativement peu de temps d'ailleurs aussi, c'est que il y a une volonté également de la part des Français de jouer ce que l'on appelle déjà à l'époque les Algériens, d'accord, donc c'est noir sur blanc, d'accord, algériens, contre les Ottomans, parce que le régime ottoman dirige Alger, et donc notamment avec les janissaires. Et donc, on sait que les janissaires, en fait, c'est quelque part une troupe d'occupation. En fait, ils ont aussi un régime militaire très dur vis-à-vis de la population. Et les Français vont essayer de jouer les uns contre les autres. Alors, ça ne va pas marcher, mais en tout cas, c'est aussi présent à ce moment-là. C'est avant tout, si vous voulez, aussi contre les Turcs que la volonté militaire était engagée, plus que contre la population. En tout état de cause, les Français arrivent devant Alger et il s'est passé quelque chose qu'on a du mal toujours à expliquer, ce que l'on appelle le fort l'Empereur, ou fort de l'Empereur, qui est un peu en retrait, si vous voulez, d'Alger, mais qui permet l'ouverture sur Alger par les terres, explose. Alors, est-ce que c'est un boulet français qui a touché la poudrière et qui a fait exploser tout le fort, ou est-ce que c'est un accident? Ou alors, est-ce que c'est aussi les janissaires qui ont mis le feu, entre guillemets, à la poudrière, qui ont fait exploser et qui, quelque part, se sont suicidés en tant que tels? Finalement, ça, on ne le sait pas, et je crois pas qu'on puisse le savoir un jour. Et en tout cas, ce qui devait arriver dans ces cas-là arrive, hein, c'est-à-dire que ça ouvre les portes d'Alger, et donc les militaires français entrent dans Alger, et le Dey Pacha donc signe cette convention avec donc le général de Bourmont le 5 juillet 1830. Dans ce texte que vous ne voyez plus, mais que vous voyez à nouveau, en fait, on voit un certain nombre d'éléments, notamment que l'exercice de la religion musulmane restera libre, la liberté des habitants de toute classe, leur religion, leur propriété, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte, les femmes seront respectées. Mais dès ce moment-là, en fait, il y a évidemment des pillages qui s'opèrent. Et en particulier, en fait, ce qui attire beaucoup aussi les militaires, c'est le fameux trésor d'Alger. Un trésor un peu mythique aussi, mais qui entraîne des scènes de pillage, notamment dans les appartements du Dey d'Alger. Effectivement, il y a vraiment, c'est un trésor en tant que tel aussi. Et donc, c'est une question qui va susciter des débats, d'ailleurs, en France même, au cours des prochaines années. Voilà pour cela. Mais Charles X a à peine le temps de fêter sa victoire, le 5 juillet 1830, voilà, le temps que l'information revienne en France. Il commence à fêter la victoire. Effectivement, il y a des éléments qui montrent cela. L'information commence à circuler en France, mais 15 jours plus tard, en fait, son pouvoir est renversé par les 3 glorieuses journées révolutionnaires de juillet 1830. Et donc, il a à peine eu le temps de fêter sa victoire que finalement, voilà, il est renversé. Et donc, c'est la monarchie parlementaire qui va se mettre en place ensuite. Sauf que, évidemment, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'Algérie, qu'est-ce qu'on fait d'Alger en particulier, ça reste en suspens. Et donc là, en fait, c'est une question qui va couvrir au moins 4 années, d'accord, de savoir ce qu'il va advenir de la conquête d'Alger. Alors, dès ce moment-là, en fait, il y a aussi des incursions dans les terres, les plaines plutôt, et certains en retirent l'impression qu'il y a effectivement d'importants trésors agricoles à découvrir et desquels il faut s'emparer en Algérie. Donc là aussi, il y a une mythologie, c'est en fait la découverte, enfin, ce serait la Mitidja, qui serait des marais pestilentiels, remplis de moustiques, etc., etc. En fait, il y a des témoignages de militaires de l'époque
qui disent qu'il y a de magnifiques vergers, des orangers et du blé qui est cultivé, et tout ça, évidemment, attise la convoitise. On trouve déjà dès 1830, d'ailleurs, une première ferme coloniale qui se met en place et qui fait déjà 1000 hectares. Donc c'est loin d'être anodin. Mais tout ça n'est pas réglé. En tout cas, les militaires ne sont pas d'accord entre eux, et au niveau politique, ce n'est pas clair du tout, non plus. Et donc on va trouver des vives critiques qui vont apparaître aussi pendant les années suivantes, jusqu'en 1834 au moins, comme je vous le disais, et donc avec ce que l'on a appelé les anticolonistes. Alors, il faut distinguer l'anticolonisme du début du XIXe siècle de l'anticolonialisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et du XXe siècle, si vous voulez, au-delà. Donc, c'est nettement différent. Ça va avant tout se baser sur une critique de est-ce qu'il faut aller conquérir ailleurs. Est-ce que les finances publiques ne doivent pas être conservées pour le bien de la nation, si vous voulez, et donc ces dépenses militaires sont des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Donc il y a aussi cet argument, si vous voulez, on pourrait dire bassement budgétaire, si vous voulez, hein, mais qui en est un. Et donc il est porté par des personnes comme Xavier de Sade, par exemple, qui est donc de la famille du marquis de Sade en tant que tel, hein. Hippolyte Passy également, voilà notre anticoloniste, et puis plus proche d'ici, un homme politique donc bordelais, Henri de Fonfrède, et qui écrit en 1836 par exemple de la décolonisation d'Alger. Donc vous voyez, en fait, il y a aussi vraiment jusqu'au Parlement des critiques qui se font importantes, et des critiques également par le biais en fait de livres en tant que tels qui existent. Néanmoins, ce qui va advenir à partir de 1834, ça va être la décision de rester en Algérie. Alors de 1830 à 1834, ce qui se passe, c'est avant tout des escarmouches, si vous voulez, hein. Donc il y a une conquête difficile aussi, donc ça participe, hein, également des réserves qu'il peut y avoir à aller conquérir ce territoire qui finalement est difficile à conquérir. Des violences, bien entendu, de part et d'autre, mais également, on va dire, des alliances qui peuvent se créer. Donc tout à l'heure je vous disais de jouer les Algériens contre les Turcs, mais après ça va être de jouer certaines tribus contre d'autres. Et donc les tribus qui résistent évidemment aller contre elles, mais elles sont parfois difficiles aussi au niveau des combattants à combattre. Et puis au contraire, dans la mesure du possible, passer des alliances aussi avec d'autres tribus. Donc c'est loin d'être aussi une lecture simple des choses qu'il faut en quelque sorte, qu'il faut avoir. En tout état de cause, à partir de 1834, la décision est prise donc de poursuivre la conquête de l'Algérie. Et donc c'est même pris dans une commission, et c'est pris à très peu de voix près sur cette décision de la poursuite de la conquête de l'Algérie. Donc premier élément. Et puis deuxième élément qui va courir sur les années suivantes, c'est de savoir est-ce qu'il faut finalement au fur et à mesure une conquête partielle ou une conquête totale. C'est en cela que va résider en fait les débats ensuite. Et ça va se jouer en particulier avec un homme, le général puis maréchal Bugeaud, d'accord, qui incarne aussi un peu toutes ces contradictions françaises dans un seul homme. Alors aujourd'hui, on a une vision de lui qui est assez... il incarne véritablement la colonisation la plus dure de l'Algérie, mais en fait, il a eu une évolution au fur et à mesure qui l'a fait quasiment passer par toutes les étapes. C'est-à-dire qu'au départ, lui,
il est plutôt réfractaire à l'idée d'aller conquérir l'Algérie, de poursuivre la conquête. Donc, quelque part, il ferait plutôt partie du camp des anticolonistes. Et puis, au fur et à mesure, il va être plutôt pour vraiment une sorte de service minimum de la conquête, entre guillemets, hein, j'espère que vous me passerez l'expression, mais c'est-à-dire une conquête partielle de l'Algérie. Et en fin de compte, il va de manière très opportuniste, on pourrait dire, et très brutale aussi, dire que s'il n'y a que ça, qu'on aille dans une conquête totale, et pour cela, il va demander tous les moyens pour conquérir, par la brutalité, on va dire aussi, l'Algérie. Et donc, l'opposition avec lui va se faire avant tout contre l'émir Abdelkader. Là, même chose aussi, l'émir Abdelkader, donc, alors je vais peut-être le présenter, parce que tout le monde ne le connaît peut-être pas très bien. Il a fait le pèlerinage très jeune à la Mecque, 18 ans, et donc il va être, donc c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Une ouverture, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va rester dans son village, dans sa tribu, dans sa région, comme une grande majorité des gens de l'époque, hein, même évidemment en France, pouvaient l'être. C'est quelqu'un qui va avoir cette ouverture sur d'autres mondes au cours de ce pèlerinage, donc très jeune, à la Mecque. Et donc il va être intronisé par son père, émir des croyants, pour porter le djihad contre l'armée française. Donc lui de la région de Mascara, dans l'ouest algérien. Et donc il va mener effectivement cette guérilla avec des troupes à cheval qui sont très mobiles, qui se déplacent rapidement et qui vont porter des coups aussi importants à l'armée française. Mais ce n'est pas simplement un chef militaire, c'est aussi un chef politique en tant que tel. Et donc là, il va déployer au fur et à mesure des talents notamment diplomatiques. Et pour cela, il va passer un premier traité que je n'ai pas marqué, le traité d'Émichel en 1834, qui va lui permettre, en fait, mais là c'est un peu la même chose aussi, qui va lui permettre en fait de pouvoir continuer à négocier la poudre, c'est-à-dire de pouvoir continuer à s'armer. Alors qu'on pourrait penser qu'un traité de paix, justement, en tant que tel, on pourrait ne pas avoir tout cela. Mais pour lui, en fait, il va réussir à chaque fois à très bien négocier les choses, et donc en particulier ce traité d'Émichel. Après, il y a le traité de la Tafna aussi, qui est passé ici avec le maréchal Bugeaud. Et donc ces traités-là vont lui permettre en fait de mettre en place aussi vraiment un proto-État, un peu de type occidental, si vous voulez, mais de manière musulmane. C'est-à-dire qu'on va avoir d'abord une capitale Mascara, puis une capitale ambulante, ça va être la fameuse Smala de l'émir Abdelkader. C'est 3000 tentes, hein, donc c'est gigantesque, c'est un déploiement en fait de personnes absolument très important, avec ses propres drapeaux, avec la propre monnaie qu'il va frapper. Et donc, il y a vraiment tout cet état-là qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des éléments du côté français qui vont l'amener, en fait, à reprendre la guerre à chaque fois. Et en particulier, ce second traité, en fait, a été passé pour pouvoir faire en sorte que la conquête de l'Algérie se réoriente plutôt de l'ouest algérien, qui a plutôt été rapidement conquis, notamment Oran par exemple, hein, aussi, mais puisse s'orienter vers Constantine. Et Constantine, donc, c'est dans une région beaucoup plus escarpée, c'est beaucoup plus difficile, et les troupes françaises ont eu beaucoup plus de mal à y pénétrer.
Donc là, il y a des combats aussi qui sont importants, mais effectivement, ce traité de la Tafna a permis aux troupes françaises de se réorienter et de conquérir Constantine en 1837. Voilà pour ce premier élément. Et durant toute cette période, on a vraiment quelque chose qui va être, comme je disais, des combats qui sont relativement, si vous voulez, qui sont présents, hein, évidemment, mais toujours avec cette guerre de guérilla. Et donc, toujours avec ce harcèlement avec lequel les Français vont avoir beaucoup de mal. Et donc, il y a une succession de gouverneurs militaires qui tentent plus ou moins soit de parlementer, le général Desmichel par exemple, soit au contraire d'y aller de manière très dure, le général Trézel par exemple, ou le général Clausel. Et donc, voilà, et toujours avec cette idée-là, finalement, de ne pas savoir très bien où s'arrêter. C'est un territoire que l'on conquiert, vous voyez, vers l'ouest. Alors évidemment, la région algéroise est conquise rapidement, mais vers l'est plus difficilement, et au fur et à mesure, voilà, et avec des points aussi, par exemple, la région de Blida a été très difficilement conquise et du harcèlement qui est revenu au fur et à mesure. Donc tout ça fait une situation qui finalement est difficile d'un point de vue militaire français, si vous voulez, à tenir. Et donc là, il faut attendre justement ce retour du général Bugeaud, qui va devenir maréchal ensuite, et qui, dans la décennie 1840, va là aller dans une guerre de conquête totale. Il va, en quelque sorte, jouer sa tête aussi du côté politique français, et donc va dire que s'il faut aller dans ce sens-là, il faut donner tous les moyens, et tous les moyens vont être bons, notamment moyens militaires en tant que tels, pour écraser la révolte, la rébellion, si vous voulez, algérienne. Et donc, durant toute cette période, de 1840 à 1847, reddition de l'émir Abdelkader, avec en 1843 la prise de la Smala de l'émir Abdelkader. Donc là, c'est une guerre qui va être totale et qui va être menée contre le peuple algérien. Et donc, sous les ordres de Bugeaud, on va trouver notamment ce qui va être un point évidemment de cristallisation encore aujourd'hui mémoriel. Ça va être des éléments qui vont être très importants. En tout cas, déjà à cette époque-là, et évidemment encore aujourd'hui dans les mémoires, ce sont les enfumades, les emmurades en particulier, de population. Et donc cela a été réalisé en premier lieu par le capitaine de Saint-Arnaud, qui a enfumé des tribus, donc il y en a eu 3 enfumades, des tribus qui se cachaient, en fait, qui se sont cachées dans des grottes. Ils ont tenté de parlementer avec les personnes, mais comme les personnes ne voulaient pas sortir, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a enfumés. Ils ont allumé d'énormes feux devant les grottes, ce qui a amené en fait plusieurs centaines de personnes à chaque fois, entre 500 et 1000 personnes, 500, 700 personnes, à mourir. Et donc, voilà. Et le capitaine de Saint-Arnaud dit voilà, qu'il l'a fait. Et s'il faut les enfumer, fumez-les comme des renards. Voilà les termes qui ont été dits. Il y a eu également des emmurades, donc là, pas de feu, mais évidemment, on va boucher les grottes et on va laisser les personnes, pendant plusieurs jours, s'asphyxier à l'intérieur de ces grottes. Voilà 2 des éléments qui se sont déroulés. Alors, j'ai noté un dernier élément aussi, donc ce sont les décapitations. Et là, ce qu'il faut montrer aussi, c'est que ce n'est pas évidemment quelque chose de simple, c'est que les décapitations sont pratiquées par les 2 armées. Donc il y a en tout cas par l'un et l'autre camp, si vous voulez. Mais c'est en particulier donc, au cours de la décennie 1850, en 1857,
en particulier, donc, où il y a eu voilà, une tribu, la tribu des Ahatcha, qui a été combattue. Et les troupes françaises donc, ont commencé à décapiter donc, les chefs, et puis aussi la population. Et donc pour ramener aussi les têtes des chefs, pour les présenter, pour bien dire qu'en fait que les chefs de cette révolte, de cette rébellion, avaient été tués. Et donc les amener en France pour voir cela. Alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti au début des années 2010, avec une pétition qui a été signée, puis toute une au fur et à mesure, ce sont des choses qui se sont sues, mais les têtes en particulier des personnes de la Zahatcha donc s'étaient retrouvées au Muséum national d'histoire naturelle, et donc où elles ont été conservées. De la même manière, si vous voulez, qu'il y a eu, depuis le 19e siècle, une sorte de volonté anthropologique de conserver des restes humains. Mais là, évidemment, cela a été pris dans des conditions très particulières de conquête coloniale. Mais donc, depuis le 19e siècle, en fait, il y a eu à la fois ces personnes-là connues, mais aussi d'Algérie, mais d'ailleurs aussi, des personnes inconnues qui ont été, dont on a recueilli les restes pour pouvoir les conserver. Et évidemment aussi des personnes de France. Donc je présume doit y avoir des Bordelais, comme il y a des Bretons, comme il y a des personnes d'un peu partout. Donc ces restes-là ont été conservés. Mais donc ce sont des choses qui ont ressurgi relativement récemment, si vous voulez, dans les mémoires. Et en particulier sur cette question évidemment de conquête coloniale, c'est évidemment une question dont est très, très sensible, qui a conduit à ce que 24 crânes d'Algériens soient restitués en juillet 2020 par le président de la République français au président algérien. Et qu'il reste encore 2 crânes algériens. Donc il y a eu toute une commission mixte déjà sur le sujet qui s'était réunie au cours des années 2010. Et finalement, voilà. Et donc il y a 2 derniers crânes qui restent dans les collections françaises d'Algériens. Mais ces crânes n'ont pas été restitués parce que à l'époque, en janvier 2020, en fait, ils appartenaient à une société d'anthropologie qui faisait que il ne pouvait pas y avoir restitution de la part d'une société privée à un État en tant que tel. Depuis, il y a une destitution de propriété de la part de la société d'anthropologie, et donc les crânes attendent d'être restitués à l'Algérie. Voilà pour un premier temps, si vous voulez, de conquête. Ce qu'il faut aussi indiquer, donc je vous ai tout à l'heure indiqué qu'il y avait déjà une première ferme coloniale et que déjà cela attisait les convoitises par rapport à l'exploitation, mais ce qui se met en place donc très rapidement, c'est la spoliation des terres, en commençant par les terres du Dey et des Beys. Donc ce qu'on appelle le beylik, en fait, donc les terres appartenant au Dey ont été confisquées et redistribuées donc aux Français. Et donc au fur et à mesure, on va trouver différentes terres qui vont être spoliées de cette manière-là et qui vont être données à des Français pour leur exploitation. Les terres du Bey, ce sont les meilleures terres. Celles qui étaient les plus travaillées, évidemment, avec du personnel qui travaillait dessus pour le Bey. Mais il y a aussi ce que l'on appelle les biens Habous. Les biens Habous, en fait, appartenaient à des confréries musulmanes. Et ces biens Habous, donc les terres Habous, quand il y avait des famines ou des disettes, qui étaient évidemment régulières à cette période-là, même en Europe, même si ça commençait à être moins important,
Mais quand il y avait famine ou disette, en fait, ce qui se passait, c'est que les récoltes des confréries musulmanes étaient redistribuées à la population, ce qui permettait d'atténuer, si vous voulez, les difficultés en tant que telles que ressentait la population. Et donc, la confiscation de ces terres imbous va contribuer à ce que, avec la mise en place de la colonisation, chaque famine ou disette va frapper beaucoup plus durement la population algérienne. Donc, du coup, en cas de famine ou de disette, on a un nombre de morts qui est beaucoup plus important. Ce n'est pas des morts directes, si vous voulez, par la conquête, mais ce sont des morts indirectes aussi qui sont dues à la conquête. Et donc ça va se perdurer tout au long du XIXe siècle. Et donc, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais une des grandes autres révoltes, c'est la révolte d'El Mokrani en 1871. Et dans les années qui précèdent en fait cette révolte-là, tout l'Est algérien et la Tunisie aussi d'ailleurs sont touchés de manière très dure justement par non seulement la famine, mais aussi par ce qui est un peu le corollaire des famines aussi, ce sont les maladies. Et donc avec le choléra en particulier, donc, qui va décimer littéralement la population de l'Est de l'Algérie et qui va aussi évidemment contribuer à cette révolte qui va avoir lieu en 1871. En tout état de cause, voilà, enfin pour le redire encore une fois, cette même expression, mais ce qui se passe, donc, c'est qu'effectivement, à partir donc, des tout débuts de 1830, on a cette confiscation des terres qui se déroule. Et donc là, vous voyez une ordonnance en particulier sur le droit de propriété en Algérie qui va être confisquée au fur et à mesure. Ce ne sont pas toutes les terres, mais évidemment, c'est une partie substantielle des terres. Et au fur et à mesure, les populations donc, vont avoir notamment des terres pour faire nomadiser leurs troupeaux qui vont être de moins en moins importantes. Et voilà, ce qui va évidemment poser problème. En 1847, Alexis de Tocqueville, qui n'est pas vraiment un révolutionnaire en tant que tel, mais bon, évidemment, c'est quelqu'un de très connu, notamment pour son texte sur de l'Amérique, et il effectue un rapport parlementaire sur l'Algérie. Et donc là, il dit... il a des mots qui sont très durs, même si Tocqueville est critiqué parfois en Algérie par rapport à ses propos. Mais ce qu'on peut voir déjà là, en fait, c'est qu'il a des mots très durs sur la conquête de l'Algérie, sur ce que la conquête de l'Algérie a produit. Les villes indigènes ont été envahies, bouleversées, saccagées par notre administration, plus encore que par nos armes. Un grand nombre de propriétés individuelles ont été en pleine paix ravagées, dénaturées, détruites. Alors là, je passe la suite, là, par exemple. Mais il dit, par exemple, aussi, alors c'est quelqu'un de son époque, évidemment aussi, donc c'est vraiment un Européen qui a une vision aussi des autres, entre guillemets, qui évidemment va les amenuiser, les diminuer. Néanmoins, il critique aussi la France de ce point de vue-là, en disant notamment donc la société musulmane en Afrique n'était pas incivilisée, donc elle avait seulement une civilisation arriérée et imparfaite. Vous voyez, donc ça, c'est évidemment ces éléments de critique. Mais il dit aussi, il existait dans son sein un grand nombre de fondations pieuses ayant pour projet de pourvoir aux besoins de la charité ou de l'instruction publique. Autour de nous, les lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a cessé, c'est-à-dire que nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle ne l'était avant de nous connaître. Et évidemment, là, on retrouve les mêmes mots, si vous voulez. Les barbares, effectivement, c'est les terres de Berbérie. C'est comme ça qu'on les appelait auparavant. Donc, vous voyez, c'est l'autre incivilisé en tant que tel,
Mais en même temps, ce qu'il montre, c'est que, évidemment, la France qui croyait apporter les Lumières, enfin, même si on était dans une société qui n'était pas révolutionnaire en tant que telle, hein, on était sur la restauration de la monarchie parlementaire. Néanmoins, il reste très, très critique sur ce que la France a fait donc, à cette période-là en Algérie. Et d'ailleurs, la Seconde République ne va rien changer à l'affaire. On est en 1848. La Seconde République abolit l'esclavage. Voilà, on est sur cette période-là. Mais en matière de colonisation, la colonisation se poursuit. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'Algérie devient des départements français. Donc, vous voyez, 1848, la départementalisation de l'Algérie intervient très très tôt. Et alors la période qui suit, c'est une période qui est aussi tout à fait intéressante, celle de Napoléon III. Et finalement, voilà, elle est intéressante aussi par rapport à la fois à la période qui précède, mais aussi par rapport à la période qui va suivre, c'est-à-dire l'instauration de la Troisième République. Et elle va être intéressante parce que finalement, Napoléon III, sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Ismaël Urbain, en fait de son vrai nom Thomas Apolline, va avoir une politique qui va être relativement intéressante, évidemment sur laquelle on peut être critique aussi, mais qui va être un peu en retrait par rapport à ce qui a pu se faire, et notamment cette période de la première conquête, si vous voulez. Et donc, Ismaël Urbain, alors il faut que je le présente peut-être un petit peu pour certains d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Je pense que vous êtes un peu plus nombreux à ne pas le connaître. Ismaël Urbain, en fait, il est fils d'une esclave affranchie de Guyane et donc d'un père esclavagiste qui va le reconnaître, qui va lui permettre quand même de faire des études. Mais on est sur quelqu'un donc qui est métis. Il va venir en France et il va finalement aller en Égypte, revenir en France, puis partir en Algérie. Et au fur et à mesure, donc, il va se marier avec une Algérienne musulmane. Donc il va aussi se convertir à la religion musulmane. Et en tant que musulman marié à une Algérienne, de surcroît métisse, il va s'attirer la foudre des colons, déjà, à cette époque-là. Donc il va vivre aussi, dans sa chair, si vous voulez, le racisme. Et donc il va commencer à contester cela. Il apprend, il connaît l'arabe. Et il devient conseiller spécial de Napoléon III par rapport à l'Algérie. Et il va proposer ce qu'on a appelé le rêve arabe de Napoléon III, à savoir une sorte d'empire ottoman, si vous voulez, mais à la française. C'est-à-dire que Napoléon III s'est un peu rêvé devenir un empereur fédéraliste, fédérant les différents pays, si vous voulez, ou différentes régions arabes, dont l'Algérie, évidemment. Donc une sorte de pouvoir un peu déconcentré, si vous voulez, ou peut-être en étant un peu, comme une sorte de Commonwealth avant l'heure. Donc voilà, je prends quand même des pincettes sur ce que je dis, mais c'était une forme, en fait, un petit peu de ce que voyait Napoléon III. Et donc, Ismaël Urbain y est pour beaucoup, c'est un Saint-Simonien en tant que tel, donc partisan de Saint-Simon, c'est socialiste, utopiste, bercé par le progrès. Et mais il va être finalement tellement critique par rapport aussi à la situation coloniale en Algérie, avec notamment aussi ces premiers colons qui s'installent là-bas, qu'il va écrire dans les années 1860 un texte qui va s'intituler aussi, déjà on pourrait dire aussi, l'Algérie aux Algériens. Donc finalement, une manière pour les Algériens de se gouverner par eux-mêmes. Donc vous voyez que finalement, cette période-là aussi, c'est une période finalement dans laquelle
ça a été assez loin. Et finalement, la période de Napoléon III, c'est une période, un, critique par rapport aux colons, et deux, qui va accorder, on va dire, un certain nombre de droits aussi aux populations musulmanes, aux populations, comme on le disait à l'époque, indigènes. Et ça reprend en fait aussi, alors notamment avec ce que l'on a appelé les bureaux arabes, et les bureaux arabes, donc, qui dataient déjà d'avant, mais les bureaux arabes, finalement, c'était des personnes, donc des officiers qui les dirigeaient, et qui étaient arabisants, déjà, pour une très grande partie d'entre eux, enfin, sinon tous, et assez volontiers ce que l'on a appelé aussi un peu après indigénophiles, et donc au contraire critiques vis-à-vis des colons. Et donc c'est ce qu'on a appelé aussi le régime du sabre, c'est-à-dire que c'était gouverné de manière militaire. Et donc je reprends sur cette période-là, même des années 1830-1840, le paradoxe, par exemple, c'est que Bugeaud, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne pourrait pas dire indigénophile, hein, ça c'est clair. Il a couvert ses subordonnés, donc Pélissier et Saint-Arnaud en particulier, pour les enfumades et les emmurades, mais quelque part, il avait davantage de respect pour Abdelkader et pour les populations musulmanes que pour les colons. Et en fait, dans ces textes, on voit qu'il est extrêmement critique par rapport aux colons. Donc c'est un peu, si vous voulez, un paradoxe, à la fois une conquête très dure et en même temps, si vous voulez aussi, cet aspect plutôt, en tout cas au moins, d'ouverture, si vous voulez, en tout cas au maximum pour temporiser. Et finalement, les deux, Abdelkader par exemple, a eu des mots favorables à Bugeaud lorsque Bugeaud est mort, par exemple. Donc vous voyez, il y avait une forme de respect qui existait entre les deux. Et donc cette période-là, sur ce régime du sabre, régime militaire, quelque part, finalement, aussi, c'est un régime, au-delà, qui était un régime qui était non républicain, non démocratique, mais qui, dans une certaine mesure, en fait, a été un régime qui a été plus favorable aux Algériens musulmans par rapport à la période de la Troisième République. Le régime le plus défavorable, et notamment avec la mise en place du Code de l'indigénat, excusez-moi, j'anticipe un tout petit peu, beaucoup, c'est voilà, cette période-là, du Code de l'indigénat, donc avec des éléments qui datent de 1875, il y a des éléments qui préexistent auparavant, et donc surtout 1881, on est en pleine période en fait de la Troisième République. Et cette période de la Troisième République, c'est celle qui va être la plus favorable aux colons et la plus défavorable aux indigènes. C'est tout le paradoxe, quelque part, de cette colonisation, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la devise républicaine égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, excusez-moi, s'impose. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, même la République ne s'impose pas en tant que telle, véritablement, avec toutes ces lois en Algérie. On est toujours dans un régime spécial qui va advenir, et alors même que, par exemple, sous Napoléon III, il va y avoir une possibilité d'accession à la citoyenneté française de manière égale pour les musulmans et pour les juifs d'Algérie. Et donc, vous voyez, c'est voilà, tous ces éléments-là, finalement, les bases du paradoxe de la colonisation sont mises en place au cours de cette période, au cours du 19e, au cours de la guerre de conquête, et c'est quelque chose qui va se rejouer au XXe siècle, au moment de la guerre de décolonisation. Alors, je sais pas trop au niveau du temps, où j'en suis. Ça va? Il faut me dire. Hein. Il faut que j'arrête là, c'est ça? Je suis trop long. Mais au moins terminer par ça, c'est de dire que, par exemple, pendant la guerre d'Algérie,
c'est la gauche qui a véritablement été, la gauche socialiste, qui a vraiment été aux manettes lorsque la guerre est devenue la plus totale. Vous voyez, avec la bataille d'Alger qui se met en place à partir de 56, les pouvoirs spéciaux, 56, et Guy Mollet, évidemment. Je dis ça dans une terre de gauche. Donc, mais c'est cette période-là, en fait, où on aurait pu penser que la gauche allait dans un sens plutôt anticolonialiste, si vous voulez, de respect des populations, des peuples, etc., etc. En fait, c'est là où la répression va être la plus dure. Et finalement, c'est au moment où le général de Gaulle arrive au pouvoir, homme de droite évidemment, mais qui va proposer d'abord la paix des braves, qu'il va ensuite négocier avec les Algériens, et finalement qui va faire la décolonisation. Un peu, finalement, on retrouve ces bases-là du 19e siècle, si vous voulez, entre la Troisième République et Napoléon III. Toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Mais donc voilà, c'est pour cela aussi que finalement cette question coloniale, c'est une question qui n'est pas évidente du tout. Même la guerre de conquête, qu'on peut penser évidemment comme quelque chose extrêmement dur en tant que tel, ce que ça a été, mais en même temps, les personnages qui incarnent aussi toute cette violence de la colonisation, en particulier le maréchal Bugeaud, sont des personnes qui pouvaient aussi avoir finalement des mots durs par rapport à ceux qui colonisaient et des mots plutôt voilà, de respect, en tout cas, contre les personnes qui luttaient contre eux. Voilà, et donc c'est voilà un petit peu tout cela. Mais alors, il faut vraiment me dire combien de temps il me reste là. Je crois que c'est... ah non, 1 heure, un peu plus encore. Donc je peux dire un tout petit peu. Alors, il ne faudrait pas non plus... Voilà, je vous ai parlé des colons, mais il ne faudrait pas non plus caricaturer, évidemment. Les colons du 19e siècle, ce sont des personnes qui, finalement, en Europe, on est dans une situation dans laquelle on a une sorte de trop-plein démographique. C'est d'ailleurs ce que va dire un peu plus tard Jules Ferry en 1885. C'est-à-dire un surcroît démographique. On est en tout cas, on est en pleine transition démographique. La mortalité baisse, la natalité au moins reste stable. Et donc, il va y avoir une population qui va aussi vivre de manière difficilement en tant que telle. Ce sont les plus pauvres. Et ce sont les plus pauvres qui partent. Et ce sont aussi les plus pauvres dont on ne veut pas en Europe. Et donc, ce sont ceux-là que l'on va facilement envoyer, auxquels on va donner des facilités pour partir ailleurs. Et ça va être toute chose égale par ailleurs. Finalement, on a aussi, c'est convergent évidemment avec la conquête de l'Ouest, le Far West. Et d'ailleurs, certains se retrouvent dans cette situation-là, c'est-à-dire certains veulent partir aux États-Unis, partir en Amérique, pour s'installer là-bas, mais finalement, ils ne peuvent pas parce que le bateau qu'ils devaient prendre est parti, et finalement, ils vont prendre un bateau qui va aller vers l'Algérie. Donc on a vraiment c'est d'ailleurs une personne de la région ici qui m'en avait fait part sur son aïeul qui était parti en Algérie. Il devait partir de Bordeaux pour les États-Unis et finalement il est parti en Algérie. Comme quoi, voilà, les choses ne sont pas simples du tout. Et puis c'est une question de coût aussi. Partir aux États-Unis, ça coûte plus cher que de partir en Algérie. Donc il y a tous ces éléments-là qui jouent. Et quand je vous dis que ce ne sont pas forcément des personnes dont on a envie en France, les plus pauvres, mais ce sont aussi les réprouvés politiques, les révoltés de 1848, voire de 1871, on va les emmener pour certains en 1871 en Nouvelle-Calédonie, mais par exemple 1848, ça va être vers l'Algérie. Et donc finalement, les colonies, c'est aussi terre de bagne en tant que telle. Hein. Donc on envoie en fait tous ces réprouvés politiques, ce qui va conduire en fait pendant longtemps aussi finalement à ce que l'Algérie soit plutôt une terre radicale socialiste, plutôt une terre de gauche
finalement. Hein. Donc, mais avec aussi, évidemment, d'importantes particularités. Ce n'est pas simplement une terre de gauche. Et donc, on a évidemment des Français qui partent, mais également des Espagnols pour beaucoup, et notamment parce qu'on passe par les Baléares et Port-Mahon en particulier. Donc, au départ, les Espagnols, on les appelle les Mahonnais, et donc les Mahonnais vont se retrouver plutôt dans l'ouest, algérien, évidemment, jusqu'à Alger. Les Italiens aussi, et notamment avec les pêcheurs de nacre, qui vont se retrouver, pardon, les pêcheurs de corail, qui vont d'abord avoir, voilà, ce sont des fermiers très pauvres de Sicile ou du sud de l'Italie, et qui vont essayer de pêcher du corail de manière saisonnière. Et puis au fur et à mesure, évidemment, ils vont rester de plus en plus longtemps, notamment parce qu'il va y avoir une loi qui va interdire ces travailleurs saisonniers. Et donc pour certains, en fait, ils se disent, si on interdit les travailleurs saisonniers, si je reste en Algérie, je peux continuer à pêcher le corail, donc je vais m'installer en Algérie. Et donc après, on va trouver évidemment ces personnes qui vont travailler dans différents métiers et qui vont vraiment être sur toutes comment dire, dans toutes les strates sociales en tant que telles, mais beaucoup de personnes qui seront des couches populaires en tant que telles. Hein. Et donc on va trouver également des Maltais, et puis on va trouver évidemment des personnes qui viennent de un peu partout en Europe, des Suisses, la compagnie genevoise aussi, elle va faire beaucoup d'argent là-bas, des Belges, des Allemands, des Hongrois, des Portugais, etc., etc. Donc il y a vraiment une sorte de kaléidoscope européen qui va exister en Algérie, et puis kaléidoscope également français, avec des personnes de toutes les régions. Et donc on va trouver notamment aussi la fête des régions, fêtée jusque pendant la guerre d'Algérie. On va trouver des personnes avec les habits traditionnels alsaciens, bretons, ou tout ce que vous voulez. Corse. Voilà pour cela. Et puis là, vous voyez dans ce graphique-là aussi, donc les Juifs d'Algérie, 34 000 en 1872. Et là, évidemment, on a cette décision-là du décret Crémieux qui va être très peu appréciée par les populations locales. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette possibilité d'accession égalitaire sous Napoléon III à la citoyenneté française pour les musulmans et pour les Juifs d'Algérie. Et bien finalement, c'est ce décret Crémieux de 1870 qui va donner la citoyenneté pleine et entière aux Juifs d'Algérie seulement, et donc qui va introduire aussi une forme de discrimination qui va être durement appréciée par les populations musulmanes. Et d'ailleurs, on a donc un kaléidoscope qui fait que kaléidoscope de nationalité en Algérie, des Espagnols, des Italiens, des Maltais, etc., dont je vous ai parlé, dont je viens de vous parler. C'est pour cela, parce que finalement la France est minoritaire en Algérie, qu'elle tient à l'Algérie, et donc que la République, Troisième République, tient à l'Algérie à ce moment-là, qu'il faut faire des Français. Il faut fabriquer des Français rapidement pour ne pas que ce soit contesté par d'autres pays européens éventuellement. Et donc c'est pour cela qu'on a la loi du sol de 1889 qui est votée. Tout enfant né en France, l'Algérie, c'est la France, ce sont 3 départements français, entre guillemets. Voilà. À ce moment-là, tout enfant né en France de parents étrangers devient français, à sa majorité. Et donc, ainsi, en une génération, on fabrique plus de Français en Algérie que l'on a d'Européens. Les Français étaient minoritaires à cette période-là, ils deviennent majoritaires à la fin du XIXe siècle. 1889, 1870 pour les Juifs d'Algérie. Nous sommes bien d'accord. Donc là, il y a quand même 19 ans qui se jouent entre les deux. Comment voient les Européens les Juifs d'Algérie? Du coup, ils les voient très très mal. Pourquoi est-ce que eux ont le droit de devenir français? Pourquoi est-ce que eux deviennent français et pas nous? Nous sommes de vrais Européens. Eux ne sont que, et vous rajoutez tous les qualificatifs que vous voulez à ce moment-là. En tout cas, ça conduit à ce que juste après, en fait,
on a la première création des ligues anti-juives en Algérie. Et l'Algérie va être un foyer, notamment à l'époque de l'affaire Dreyfus, très important. Drummond, qui est le chef de file des anti-juifs et des antisémites, va être élu en Algérie, de la même manière que 3 autres, donc ils vont être 4 députés anti-juifs élus en Algérie, donc à l'époque de l'affaire Dreyfus. Mais pardon, je me suis un peu éloigné de mon sujet de la première guerre d'Algérie. Mais en tout cas, là, vous voyez aussi que dans les populations, vous voyez, ça produit finalement des ressentiments qui vont être importants et qui vont perdurer tout au long de la conquête coloniale et qui vont expliquer aussi pourquoi on va avoir ce déclenchement donc, en 1954 de la guerre d'indépendance algérienne. Voilà pour cela. La famille Camus, évidemment, représente l'archétype d'une famille européenne d'Algérie et dans sa pauvreté même. Donc là, vous voyez le petit Camus au centre, entouré de sa famille, et notamment de son oncle tonnelier, et où ce sont des personnes qui travaillent très chichement, de manière très populaire. Et évidemment aussi famille de tonneliers, donc liée à la culture du vin, qui va vraiment s'imposer donc en Algérie sous la période coloniale. Et sa mère, son père Camus, évidemment, français, et sa mère Synthèse, espagnole. Et donc là aussi, on a cette stratification sociale, et donc il est très mal vu, il n'est pas interdit évidemment, mais il est très mal vu de se marier entre populations. Et donc on a toute une stratification sociale, évidemment, avec les Français tout en haut, les Espagnols en dessous, les Italiens encore en dessous, les Maltais encore en dessous, les Juifs encore en dessous, et évidemment, tout en bas, les musulmans. Et donc, voilà, même s'il y a eu des circulations, on pourrait dire, et des mariages mixtes qui ont existé, en tout état de cause, c'est aussi une situation qui va être difficile. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais passer évidemment tout là-dessus. Sur la période, à partir de 1847, on va dire que les choses se tassent un petit peu en Algérie. Se tassent, mais évidemment pas entièrement. C'est-à-dire que c'est surtout l'Est algérien qui va poser problème, et donc l'Est algérien, en particulier la Kabylie, avec la résistance d'une femme qui s'appelle Lala Fadman Soumer, qui va être tuée au combat. Donc c'est à la fois une femme militaire, représentante religieuse, et qui va résister aux Français jusqu'en 1857. Donc elle va tomber à ce moment-là, la Kabylie tombe à ce moment-là. 1857 pour la Kabylie. Donc là, le nord algérien est conquis. Mais cela ne veut pas dire que cette conquête est, en tant que telle, définitive. Loin s'en faut. Le dernier moment, on va dire, important de cette conquête au XIXe siècle, ça va être cette révolte d'El-Mokrani et de Cheikh El-Haddad dans le Constantinois en 1871. Alors, même chose aussi, il faut se garder d'avoir une lecture facile, un petit peu, c'est-à-dire une guerre, une révolte en tant que telle. Ce qui est peu dit en Algérie en particulier, c'est que Cheikh El-Mokrani, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'armée française. Il est dans l'armée française et il va se retourner contre la France en tant que telle. Mais donc, vous voyez, il y a bien, déjà, il a même un poste d'officier, capitaine, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est un poste d'officier en tant que tel, mais il va aller contre la France pour différentes raisons. Alors, et là, toutes les raisons, on va dire, peuvent être cumulatives. Une des raisons en particulier, c'est celle que je vous ai évoquée tout à l'heure, à savoir
le fait qu'il y a eu cette famine qui a existé dans l'Est algérien, donc au cours des années 1867 à 1869. Première raison très importante, évidemment. Parfois, il y a une deuxième raison aussi qui était invoquée, c'est le fait justement qu'on vient d'avoir le décret Crémieux en 1870 et que le cheikh El Mokrani n'accepterait pas en fait d'être sous les ordres d'un juif. Donc il y a aussi cet élément-là qui peut jouer, si vous voulez, vous voyez, dans les différentes raisons. En tout état de cause, il se révolte. La révolte draine plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc vous voyez, c'est pas une petite révolte, hein, c'est toute une région entière qui est à feu et à sang. Et donc évidemment, avec une répression qui va être extrêmement brutale, puisque les principaux chefs vont être déportés en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, ce qui va se mettre en place en fait avec le code de l'indigénat, mais qui préexiste déjà à ce moment-là, c'est que l'on va avoir des amendes qui vont être portées non pas contre une personne particulière, ce qui est le fondement du droit français. Vous voyez, quand vous êtes puni en tant que tel. Mais ici, la punition est collective. C'est-à-dire que ça va être le douar, ça va être l'attribut qui va devoir payer en fait des sommes qui sont astronomiques. Hein. C'est vraiment des dommages de guerre, si vous voulez, qui vont devoir être payés par les différentes tribus et qui vont littéralement les assécher, si vous voulez. Et donc, il va y avoir des jugements qui vont être importants aussi et très débattus, très connus à cette époque-là, qui vont intervenir. Et comme je vous l'ai dit, donc 1870, mais 10 ans plus tard, il y a une nouvelle révolte, 1882, révolte de Boumaza, et puis dans une autre région. Et puis, révolte de Sainte-Marguerite, 1901, 1902. Donc là, ça se poursuit. On pourrait dire que ça s'arrête là et que finalement, on entre dans le XXe siècle à ce moment-là. Effectivement, avec la Première Guerre mondiale, ça va totalement changer les choses. Mais 1911, au moment de l'instauration aussi, 1911-1912, au moment de l'instauration du service civil, du service militaire auxquels sont astreints les Algériens, on va avoir ce que l'on appelle la hijra, c'est-à-dire un départ de notables de Tlemcen vers des terres musulmanes en protestation contre ce service militaire. Il va y avoir des révoltes qui vont se dérouler aussi dans les Aurès en 1916-1917. On pourrait dire qu'on s'arrête là, mais non. Parce que tout au long de la fin du XIXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Sahara qui progressivement a été conquis. Donc on arrive en 1902 à Tamanrasset, mais la conquête de Tindouf dans l'ouest algérien, c'est 1934. 1934, vous voyez qu'on est déjà simplement 10 ans avant des grandes manifestations de mai-juin 1945 qui sont les prémices déjà de la guerre de décolonisation. Et donc pour conclure, on revient vraiment à cette question-là, provocatrice, j'en conviens, mais l'Algérie a-t-elle vraiment déjà été conquise ? Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. On a un quart d'heure pour un petit échange. Alors, je vais juste poser la première question, je passerai le micro pour les suivantes. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du bilan humain de la conquête, au moins peut-être sur les 40 premières 1830-1871, des deux côtés, du côté algérien et du côté français? Oui, c'est vrai que j'ai pas donné ces bilans, mais ces bilans, alors autant du côté français, ce sera comme la guerre d'indépendance en fait, hein, aussi, c'est beaucoup plus connu.
Autant du côté algérien, ça l'est beaucoup moins. On est dans des tranches, dans des fourchettes qui sont de l'ordre de plusieurs millions. Certains disent que la population algérienne était autour de 4 millions de personnes au début, en 1830, et qu'il y a eu la mort de 1 à 2 millions de personnes, donc au cours de cette... Donc on est dans des proportions qui sont considérables. Considérables, de l'ordre du quart à voire la moitié, ça semble difficilement plus envisageable, mais du quart au tiers de la population algérienne. Voilà, donc c'est énorme. Du côté algérien, parfois, parce qu'on a du côté algérien, sur la guerre d'indépendance, on dit 1 million, alors parfois ça monte jusqu'à 1,5 million de morts entre 1954 et 1962. C'est bien au-delà. Donc parfois, de manière officielle algérienne, mais officieuse, on dit que ça comprend également en fait la guerre de conquête. Donc voilà. Et parfois, alors quand on prend des chiffres officiels algériens, parfois ça va être de dire qu'il y a eu jusqu'à 4 à 5 millions de morts, donc sur toute la période de 1830 à 1962, ce qui est a priori supérieur à la normale. Pour le côté français, donc le nombre de morts aussi, je ne l'aurais pas exactement, mais je crois de mémoire qu'il tourne autour de 100 000. Ce qui n'est pas un nombre anodin non plus. Et donc là aussi, il faut voir les morts en tant que tels au combat et les morts aussi de maladie. Parce qu'il y a beaucoup de morts en fait de maladies ou de plaies qui s'infectent. Et donc évidemment, les conditions sanitaires là-bas étaient très mauvaises. D'ailleurs, j'en profite pour le dire aussi que assez rapidement s'est mis en place donc un certain nombre d'institutions. Donc j'ai rapidement ça passé vite tout à l'heure, mais l'Institut Pasteur s'est mis en place rapidement en Algérie aussi pour travailler justement aussi sur ces maladies tropicales. Ce qui est encore le propre de l'Institut Pasteur aujourd'hui, que l'Institut Pasteur est resté en Algérie et qu'aujourd'hui, c'est une Algérienne depuis cette année qui dirige l'Institut Pasteur en France. Donc voilà, comme quoi aussi, il y a de belles histoires malgré tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle ? Oui, ici. Merci pour votre conférence. Moi, je reviens tout au début à la conquête. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Napoléon Ier, avait envoyé des espions pour reconnaître la côte algérienne et c'est grâce à ces plans que finalement la conquête a pu s'effectuer aussi facilement? Je vous le confirme, tout à fait. Donc effectivement, il y a eu des plans d'Alger qui, d'ailleurs, de l'exposition qui était au Mucem à Marseille, qui s'appelait Made in Algeria, présentait en fait les plans qui dataient, alors pour certains qui étaient beaucoup plus anciens, mais d'autres qui étaient effectivement des espions français pour bien connaître la ville d'Alger. Donc oui, c'était aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était, on va dire, il y avait quand même des vues toujours à essayer sur Alger, quand même, qui posait problème, qui était une ville qui aussi suscitait la convoitise. Ça, il faut bien le dire. Mais il s'agissait, dans un premier temps, il s'agissait surtout d'espionner, de voir les conditions dans lesquelles ça pouvait être fait. Et effectivement, quand c'est arrivé, ces plans sont bien ressortis pour que la conquête puisse se faire. Ouais. Merci bien. Ou tout à l'heure dans l'introduction, il a été dit lors de votre présentation que vous aviez été le secrétaire général de la commission mixte des historiens algériens et français, mais vous pour la partie française. Alors ma question c'est, est-ce que cette commission, puisqu'elle a déjà travaillé et peut-être rendu des conclusions. Est-ce que cette commission a travaillé sur ce qui est votre spécialité, la conquête, et est-ce que les historiens
algériens ont une autre approche ou ont d'autres sources à mettre en avant. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je suis toujours secrétaire général de la commission mixte d'historiens, qui existe toujours, mais dont les travaux, effectivement, depuis les tensions diplomatiques entre les deux pays, on va dire, les travaux sont en suspens. Donc, voilà, on attend les conditions pour pouvoir à nouveau poursuivre ce travail. On a eu un certain nombre de réunions ensemble qui ont été fructueuses, avec évidemment des débats, mais nous sommes des historiens et donc avec une forme, voilà, c'est pas du tout de l'invective ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un travail qui est constructif, qui a été constructif et qui a amené en fait à ce que l'on préconise un certain nombre de choses aux deux présidents de la République, enfin des deux républiques, et donc qui concernait tant en matière archivistique que bibliographique, que chronologique, que de différents autres éléments, que de coopération universitaire. Donc un certain nombre de résolutions que l'on a pu présenter. Malheureusement, finalement, au moment où les choses pouvaient commencer à se mettre en œuvre, ces tensions sont vraiment apparues ou réapparues, hein, parce que c'est assez fluctuant, évidemment, les relations entre la France et l'Algérie. Et donc, pour le coup, on est dans un temps encore en suspens. Nos préconisations sont toujours là, elles sont quelque part prêtes à être mises en œuvre, et on est prêt à poursuivre le travail. Alors pour répondre à votre deuxième question, ou en tout cas la question suivante, c'est que oui, on a aussi des vues différentes. On n'a pas, on va dire que la manière dont j'ai présenté les choses, un Algérien en Algérie les présenterait différemment, bien entendu. De la même manière que entre l'histoire de France et l'histoire franco-allemande, par exemple, les historiens allemands et les historiens français présentent les choses différemment, et que, par exemple, le manuel franco-allemand dont il était question n'a quelque part jamais vu le jour. Voilà, il a été travaillé, ça a mis longtemps à se faire. Mais en tant que tel, il n'a pas vraiment été mis en œuvre, si vous voulez. Donc, et ça a mis du temps. Donc là, on est, même si j'appelle de mes voeux en fait aussi cette possibilité de création d'un manuel franco-algérien, je pense qu'on en est encore loin. Mais je pense qu'il est nécessaire de continuer à travailler pour aller dans ce sens-là, au moins d'une vision de faire état des différences de vue entre nos deux pays. Et donc après, une fois que cet état des lieux sera posé, qu'on pourra discuter d'autres éléments et peut-être un jour d'une convergence, en tout cas je l'espère. Alors, oui, ici. Merci. Après la défaite de la France en 1871 contre l'Allemagne, après la défaite de la France contre l'Allemagne en 1871, beaucoup d'Alsaciens et Lorrains sont partis en Algérie pour ne pas devenir allemands. Alors, en fait, ça c'est ce que j'ai longtemps cru, c'est ce qui a longtemps été dit aussi. Mais en fait, il y a beaucoup d'Alsaciens et de Lorrains qui sont présents en Algérie dès 1830, ou en tout cas la décennie 1830. Et effectivement, pour avoir discuté avec un certain nombre d'anciens pieds noirs, si vous voulez, hein, originaires d'Alsace-Lorraine, en fait, eux-mêmes, lorsqu'ils ont fait la généalogie de leur famille, se sont aperçus que les racines plongeaient plus loin que cette décennie 1870, si vous voulez, ou le tout début des années 1870. Donc voilà, en fait, il y a eu ce mouvement-là qui a été présent, mais finalement de manière moindre, de manière moins importante que ce que l'on a longtemps pensé. Oui, bonsoir. Pouvez-vous nous dire quand et comment s'est implantée la population juive en Algérie ? Oui, bien sûr.
Alors la population juive, alors j'ai pas vu où vous étiez exactement. Ah oui, ça, pardon. Je vous vois tout au loin dans le noir. Donc la population juive d'Algérie, en fait, alors il y a deux composantes essentielles. Une première composante, c'est-à-dire que ce sont des berbères judaïsés. Alors, en fait, c'est-à-dire des berbères, ce qu'on appelle aussi les populations amazighes. Donc les populations originaires d'Afrique du Nord, en tant que telles, qui ont été judaïsées à la période de l'Antiquité, tout simplement. Donc vraiment à la période, voilà, sous la période romaine. Et voilà, enfin vraiment à cette période-là. Donc ça, c'est vraiment un premier foyer important qui fait que, par exemple, voilà, mon maître en tant que tel, par exemple, s'appelle Benjamin Stora. C'était mon directeur de thèse. Et Benjamin Stora, par exemple, on a une ville qui s'appelle Stora dans l'Est algérien. Et donc la conjonction entre les deux fait que vraiment c'est quelque chose de très ancien et qui fait que ça trouve une explication là-dessus aussi. Et la deuxième composante, en fait, ce sont au moment de ce qu'on a appelé la Reconquista, dont la fin se déroule en 1492, la Reconquista donc, de la péninsule ibérique par les chrétiens. Et donc les chrétiens vont poursuivre les musulmans et également les juifs. Et donc juifs et musulmans préfèrent fuir, enfin ceux qui ne sont pas tués, évidemment à ce moment-là, vont fuir devant les avancées des troupes chrétiennes et vont passer en Afrique du Nord, donc au Maroc, mais également dans une partie de l'ouest algérien, et évidemment jusqu'à Alger aussi. Et donc un autre foyer donc, de ces juifs d'Algérie, par exemple une grande ville anciennement juive d'Algérie, c'était Tlemcen par exemple. Donc il y avait un foyer juif important qui datait de cette période-là, de la période de la Reconquista. Et donc ce sont des personnes qui vraiment sont quelque part originaires d'Afrique du Nord, vivaient comme des Africains du Nord. Il y a une excellente bande dessinée d'ailleurs qui s'intitule « Les pieds noirs à la mer » de Fred Neidhart, qui date du début des années 2010 et qui revient un petit peu. Alors lui, c'est sur sa famille. Et il se raconte, lui, jeune, à Marseille au début des années 1980. Et c'est tout sur cette généalogie, en quelque sorte, avec ses grands-parents chez lesquels il vit durant un certain temps, avec ses cousins et ses cousines. C'est sur fond de montée du Front National. Et en fait, ça replonge dans ses racines juives d'Algérie, fort anciennes. J'espère que ça vous donnera le goût de lire cette bande dessinée, parce que c'est vraiment pas mal du tout, justement, sur cette histoire des Juifs d'Algérie. Oui, bonsoir. Je suis ici. Oui. Est-ce qu'on peut élargir la question algérienne à l'ensemble du Maghreb? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des conséquences donc, de la colonisation algérienne sur Maroc et Tunisie, ou comment ça s'est, ou c'est très séparé tout ça? C'est relativement séparé, parce que les temporalités sont différentes, les colonisations sont différentes, les régimes sont différents. Alors, je vais reprendre les 3 points très rapidement. Les temporalités sont différentes. La colonisation se fait à partir de 1881 pour la Tunisie et 1912 pour le Maroc. Vous voyez, 1912, et donc les décolonisations en 1956. Donc 1912-1956, surtout pour le Maroc, finalement, c'est une période relativement courte, même si la colonisation, bien entendu, a été réelle. Les colonisations sont différentes. C'est aussi dû aux temporalités. C'est-à-dire que la temporalité de la colonisation algérienne, c'est ni la première colonisation, celle des Amériques, pour faire simple, donc qui date vraiment de l'époque moderne, ni celle du reste de l'Afrique ou de l'Asie, qui date plutôt des années 1880. On est dans une forme d'entre-deux, donc 1830, qui va faire aussi une particularité par rapport à la colonisation algérienne. C'est cette présence importante d'une population européenne, et 2, aussi cette départementalisation de l'Algérie.
erreur, en quelque sorte. C'est plutôt, j'avais écrit un article là-dessus. De ce point de vue-là, l'Algérie est plutôt le laboratoire de ce qu'il faut éventuellement faire. Par exemple, le code de l'indigénat, voilà, pour le meilleur et pour le pire, on va dire, hein, et surtout pour le pire. Donc, le code de l'indigénat qui, progressivement, va venir plutôt d'Algérie et va s'imposer aux autres territoires. Et de ce qu'il ne faut pas faire également. Et donc, voilà, notamment, par exemple, il n'y aura plus véritablement de colonisation de peuplement après, il n'y aura pas de départementalisation non plus. Enfin, il y a donc un certain nombre de choses qui vont ne pas être faites ensuite. Et donc, la troisième remarque, les régimes qui vont être mis en place, ce sont ce qu'on a appelé les protectorats. Et donc, les deux, d'ailleurs, c'est la colonisation de la Tunisie va inventer le terme de protectorat qui va être après appliqué aussi au Maroc. Et donc ça, c'est vraiment une particularité qui va faire en sorte que finalement, les régimes politiques qui étaient présents dans ces deux pays ne vont pas véritablement beaucoup changer. Alors évidemment, c'est avec la tutelle française, hein, et donc le pouvoir, ça va être une sorte de coquille vide qui va exister, mais il y a quand même ce proto-État en fait qui va être s'étatisé au fur et à mesure et qui va permettre le dégagement d'une élite qui va faire en sorte que ça va être complètement différent par rapport au cas algérien. Je ne sais pas si voilà, j'ai répondu. Merci beaucoup, Tramor Kemener. Merci beaucoup. Merci.